Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Tchad est aujourd'hui en première ligne dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Le pays en perd de lourds tributs. Pour limiter les attaques sur son territoire, les autorités tchadiennes ont opté pour un durcissement des mesures de sécurité. Retour sur l'inculpation de l'ex-chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara. Entendu ce mercredi, l'ancien chef d'État a été inculpé pour complicité d'assassinat, séquestration et viol. Ce dernier a pourtant récemment déclaré sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire invite le gouvernement à honorer sa dette. Cet obstacle freine le développement des petites et moyennes entreprises. Il menace d'hausser le ton d'ici quelques jours. Mais avant de développer ces titres, attaque ce samedi au marché central de N'Djamena, la capitale tchadienne. Le quartier a été entièrement bouclé par les forces de sécurité. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que N'Djamena est frappé par une telle attaque. Après le double attentat qui avait fait 38 morts le 15 juin dernier. Ce double attentat avait été revendiqué par les insurgés islamistes nigérians de Boko Haram, auxquels l'armée tchadienne a infligé de sérieux revers. Le Tchad est donc à l'avant-garde de la sécurité sur le continent africain, notamment dans la lutte contre Boko Haram, la sécurisation de ses frontières et de la préservation de son intégrité territoriale reste tout à fait prioritaire. Des mesures de sécurité ont récemment été votées par le gouvernement, comme nous l'explique Birama Saounera. Au Tchad, les autorités intensifient la lutte contre le terrorisme. Des mesures exceptionnelles sont prises. On note l'adoption d'un projet de loi portant répression des actes de terrorisme dans le pays. Une loi que de nombreux observateurs justifient par les récentes attaques terroristes perpétrées par Boko Haram dans la capitale N'Djamena. Les attentats récents à N'Djamena et puis autour du lac Tchad montrent effectivement la capacité de nuisance de Boko Haram, qui retrouve là, c'est les vraies méthodes du terrorisme, c'est-à-dire une méthode asymétrique, frapper là où on ne l'attend pas. Maintenant, les mesures que le Tchad vient de prendre vont dans le bon sens, mais dans quelle mesure ces mesures-là vont donner des résultats, ça c'est dans le long terme qu'on le saura. Mais dans l'immédiat, il y a la neutralisation d'un certain nombre de cellules dormantes de Boko Haram au Tchad. Le nouveau texte prévoit une exemption des poursuites, la protection des témoins. À cela s'ajoutent des délais de garde à vue pouvant être plus longs que d'habitude. Tout en saluant la mesure antiterroriste, l'opposition tchadienne redoute une restriction des libertés publiques. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Patriot Act. Au nom du terrorisme, on a dû restreindre des libertés publiques. Donc c'est tout à fait légitime que l'opposition soit vigilante sur cette question-là. Mais là, on est dans un état d'exception et donc il faut effectivement une loi spécifique qui permette au gouvernement d'assurer la sécurité des biens des personnes, la sécurité publique à tous les Tchadiens, en tout cas dans le respect justement du droit, dans le respect de la loi. La menace terroriste pèse sur le Tchad depuis son implication dans la lutte contre Boko Haram. Un dispositif sécuritaire a été mis en place depuis les attaques de N'Djamena, la capitale. Aujourd'hui, la vigilance est démise dans l'ensemble du pays. Djamil Mukulu, chef de la rébellion ougandaise des forces démocratiques alliées, extradé en Ouganda en vue de son procès à Kampala, la capitale. Il est accusé d'avoir assassiné des centaines de civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les rebelles musulmans des ADF opposés au président ougandais Yoweri Museveni sont basés depuis 1995 dans l'est de la République démocratique du Congo et notamment dans la région de Beni au sein de la province du Nord Kivu. Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte guinéenne, a été inculpé le 9 juillet dernier, également candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Son procès ne devrait certainement pas se tenir avant cette échéance. Décryptage de cette situation avec Emmanuel Milimono. Le débat faisait rage ces derniers jours à Conakry depuis l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'ex-chef de la junte militaire au pouvoir a finalement été inculpé par un pool de juges guinéens qu'il a entendu mercredi à Ouagadougou où il vit en exil depuis sa chute en 2010.
Le président du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD sera poursuivi pour des faits relatifs au massacre de 157 militants de l'opposition au stade de Conakry. La première lecture, c'est que le président guinéen est en train de monter une opération politique éventuellement pour essayer d'empêcher les concurrents de se présenter face à lui. Sur la seconde, il y a eu des massacres dont on ne peut pas contester la véracité aujourd'hui, mais maintenant il s'agit de trouver des responsables là-dessus. Avant cette inculpation, Moussa Dadis Camara a été entendu en qualité de simple témoin. Depuis lors, la procédure s'est accélérée. L'ex-président du CNDD a annoncé récemment sa candidature à l'élection de 2015 et une alliance avec le principal parti de l'opposition guinéenne, l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo. Ses proches dénoncent une procédure politique qui vise à l'écarter de la présidentielle. Nous nous y attendions déjà dans la mesure où, il y a 3 jours, le pouvoir en place avait dépêché des juges avec pour instruction aller simplement l'inculper à Ouagadougou et revenir. Le verdict est tombé. Ils n'ont pas apprécié la procédure dans la mesure où le président Moussa Dadis Camara en personne s'apprêtait déjà à rentrer, à regagner le pays. Jusqu'à présent épargné par la justice de son pays, Moussa Dadis Camara a toujours nié être impliqué dans ces événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Environ 6 ans après les faits, 400 victimes ont été entendues et 15 personnes inculpées dans ce dossier. Les événements du 28 septembre 2009 ont coûté la vie à 157 personnes lors d'un meeting de l'opposition réprimé par l'armée. Dans l'actualité également, la liste des candidats à l'élection présidentielle ivoirienne s'allonge. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Essia Amara, a annoncé ce vendredi sa candidature lors d'un meeting à Kwasi-Datekro, sa ville d'origine. Sa campagne sera basée sur la réconciliation. Il se donne ainsi pour objectif de réconcilier les Ivoiriens après une décennie de crise politico-militaire. Et nous restons en Côte d'Ivoire où les fournisseurs privés réclament à l'État le paiement de factures sur la période de 2000 à 2010. Cet arriéré est estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les petites et moyennes entreprises, PME, constituent plus de 80% du tissu économique de la Côte d'Ivoire. Elles emploient des millions de personnes. Cependant, les PME sont confrontées à des difficultés d'accès au financement. Une situation aggravée par l'accumulation de la dette intérieure. Les fournisseurs de l'État attendent le paiement de 356 milliards de francs CFA d'arriérés de factures sur la période 2000 à 2010 pour poursuivre leurs activités. C'est pourquoi le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, SYNAFESI, réclame le paiement effectif de la dette intérieure afin que les PME puissent continuer à jouer leur rôle de moteur de la croissance économique. Nous citons l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 60%, plus de 60%. Donc nous jouons un grand rôle. Ce sont les PME qui font qu'aujourd'hui, le chômage, qui luttent contre le chômage. Donc si ces PME tombent, tout le monde jette les clés sur le paillasson, mais ce n'est pas bien que le pays va couler. Donc il ne faut pas que carrément on amène les PME à fermer, les impôts ne seront pas payés. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas carrément aller de l'avant et la Côte d'Ivoire ne sera pas émergée en 2020 si aujourd'hui les PME sont carrément étouffées. L'inspection générale des finances a procédé à l'audit des factures sur la période 2000 à 2010. Sur un montant de 356 milliards de francs CFA, seuls 192 milliards de francs CFA ont été validés. Malheureusement, ces factures ne sont pas encore payées selon le SYNAFESI. Il y a eu un audit qui a été fait au sein de la direction générale du Trésor qui sont en train d'être payés. Mais les factures auditées par les services des finances n'ont jamais fait l'objet de paiement. Et ces factures ne sont pas budgétisées. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui des factures, de paiement des factures. Le syndicat national des fournisseurs de l'État prévoit un sit-in devant la primature le 15 juillet 2015 pour se faire entendre. À la fin mars 2015, le service de la dette intérieure s'élevait à 557,80 milliards de francs CFA avec des paiements effectués à hauteur de 166,91 milliards de francs CFA. Le niveau des arriérés s'élève quant à lui à 390,80 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.